Mon cher collègue, c'est assez impressionnant. Peut-être faudrait-il donner la parole à la salle, puisqu'il m'appartient de faire quelques conclusions, mais on ne réagit pas à des conclusions, donc c'est peut-être maintenant qu'il faudrait réagir, non? Oui. 10 minutes, oui, oui. Pas davantage, oui, il faut qu'on avance. Oui, Madame Barry. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Enfin, c'est plus une petite remarque. Moi, j'ai été très intéressée par ces deux exposés. Je vous en remercie infiniment. Ils étaient très différents l'un et l'autre, même probablement dans la posture également. J'ai été très convaincue par certains des arguments qu'avançait Elina, arguments relatifs à la faiblesse, justement, des arguments eux-mêmes mis en avant par les parlementaires pour justifier une extension du principe de l'interdiction de port ostentatoire dans la sphère privée. À une exception près, sans doute, à un moment, vous avez accepté l'idée selon laquelle le port de signes ostentatoires pourrait être une source de conflit. Et vous avez dit, si je vous ai bien écouté, que oui, vous reconnaissez tout à fait que ça pouvait être le cas. Et puis ensuite, vous avez modéré vos propos en disant, oui, enfin, ceci étant, il faut quand même faire attention parce qu'après tout, peut-être également une source de conflit le fait d'affirmer certaines opinions politiques ou philosophiques, qui peut être aussi une source de conflit avec des collègues, etc. Voilà, c'était juste quelque chose qui me gênait un peu parce qu'il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Le port d'un signe ostensible, d'un signe religieux ostensible, peut être une source de tension, et si on accepte cette idée, c'est une source de tension permanente. Le fait d'affirmer une conviction politique ou religieuse, une conviction politique ou philosophique, c'est nécessairement temporaire. C'est-à-dire que c'est au cours d'une conversation, sauf à tomber sur le psychopathe qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, évidemment, vous avance ses convictions philosophiques, politiques, etc. Mais c'est évidemment un cas un peu particulier. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous faire référence également parce que c'est votre exposé qui m'a fait penser, il y a notamment des textes, de très belles pages de Lévinas sur le visage, et qui montrent très bien que le visage est une des manières d'entrer dans un rapport à autrui, et c'est peut-être le fondement même du rapport à autrui. Je trouvais que, ça m'avait simplement fait penser à ça. Merci beaucoup. Je vous remercie encore pour les deux exposés. C'est vrai que c'était passionnant. J'ai appris énormément, Nicolas, avec tout ce que vous avez dit. Et puis, Elina, du coup, j'avais aussi une remarque et une question. La première remarque, c'est sur la distinction. Enfin, je partage complètement cette position sur la distinction nécessaire entre la notion politique ou philosophique de laïcité, qui est quand même susceptible de réinterprétation constante, et la notion juridique. Enfin, ça, c'est dans la lignée de Rivero. Mais dans cette optique, je trouve qu'il est assez difficile d'admettre qu'on puisse, alors peut-être que j'ai mal compris, mais qu'on puisse imposer à des entreprises de finalement refuser de prévoir la neutralité dans leur... je ne sais pas si j'ai bien compris votre position, mais il m'a semblé que vous estimiez qu'il ne fallait pas permettre à des entreprises, si elles le souhaitent, de choisir la neutralité. Donc c'est vrai que si on comprend la liberté religieuse dans le sens qui est défini par la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté religieuse n'est pas seulement la liberté de conviction, c'est aussi la liberté de ne pas croire. Je peux rajouter une autre chose, c'est qu'on aurait pu aussi raisonner à partir de la liberté de la personne qui a monté la crèche de créer un système neutralisé, vous voyez ? Il y a une différence, à mon avis, entre imposer par l'État que tout soit neutre parce que c'est surtout, vous concluez en disant que la liberté, les mesures restrictives à la liberté ne sont jamais une bonne chose. Donc autant préserver la liberté des entreprises, soit de choisir d'être confessionnel, soit de choisir de ne pas l'être, soit de ne pas prendre posture. Et c'est vrai que je suis engagée dans un groupe de réflexion de chefs d'entreprise qui parfois ont des convictions fortes, religieuses fortes, et qui vont même dans ce sens-là. C'est-à-dire de pouvoir choisir soit d'être religieux, soit de ne pas l'être,
Voilà, ça fait partie de la liberté aussi. Alors, du coup, ma question, je la poserai après, si non ou... C'était pas ça votre question ? Non, ça c'était la remarque. La question, c'était sur la laïcité scolaire, parce que je reviens sur ce qu'on disait hier, puisque je pense quand même qu'il faut distinguer le principe de laïcité générale et le principe de laïcité tel qu'il est conçu s'agissant des jeunes enfants. C'est quand même issu de Condorcet, du petit manuel de l'instruction publique de Condorcet, qui veut que on soustrait les jeunes enfants à l'éducation par les éducateurs publics ou privés, à l'époque ça n'existait pas, mais qu'on garde l'instruction religieuse pour les parents. C'est aux parents de prendre position sur ce qui concerne les questions religieuses, et non pas aux structures publiques ou privées maintenant. C'est ce que disait Condorcet. Et d'ailleurs, il a été une source d'influence pour Jean Zay dans ses célèbres circulaires, qu'il faut quand même relire. Les circulaires de Jean Zay sont vraiment édifiantes. La première circulaire de Jean Zay, elle fait 2 pages, elle est très très bien rédigée, et elle explique qu'il faut sortir, parce que c'est une période de tension, le politique des établissements scolaires, parce qu'il y a des jeunes enfants, qu'il y a des conflits, et qu'il faut sortir absolument ces débats politiques des établissements scolaires. Et 2 jours plus tard, Jean Zay, en 3 phrases, dans la 2e circulaire, dit « Ah, au fait, c'est ce que je viens de dire, ça s'applique aussi à la religion ». Et donc du coup, je pense que la neutralité scolaire est mal comprise dans notre pays. Elle ne se tourne pas en premier lieu vers la religion. Au départ, ça avait une idée, c'était de respecter la liberté des parents, déjà d'un point de vue religieux, mais aussi de sortir tout ce qui est conflictuel de l'école. Et dans ce sens-là, on peut mieux comprendre cette volonté de protéger les jeunes enfants. Et alors la question, c'était est-ce qu'il ne faut pas faire cette distinction entre les deux ? Alors, je crois que nous sommes complètement d'accord. Il faut bien comprendre que je considère comme vous que le service public de l'enseignement public doit être parfaitement neutre. Ce qui implique donc neutralité des programmes, neutralité des personnels, quels qu'ils soient d'ailleurs, enseignants et autres, qui gravitent autour du service public, neutralité des bâtiments. Je m'interroge néanmoins sur la question de la neutralité des usagers, puisque vous-même avez dit il faut que des usagers du service public, c'est-à-dire les élèves, puisque la loi de 2004, ou alors j'ai peut-être mal compris votre question, mais l'objet de la loi du 15 mars 2004, c'était d'interdire aux usagers du service public, c'est-à-dire les élèves, le port de signes religieux ostentatoires. Alors, moi j'étais sur Babylou, sur l'éducatrice. Ah, d'accord. Sur la fonction d'éducation, non, j'étais pas sur le port des signes religieux à l'école. D'accord, ça c'est autre chose. Voilà, j'étais dans la neutralité de l'éducateur. C'était plutôt par rapport à ça. Je vous avoue que déjà, est-ce qu'on peut considérer que c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut considérer que ces structures ont une vocation éducative ? Je pense qu'on peut en discuter. Parce que moi, je considère, si vous voulez, que quand on a entre 2 mois et demi et 3 ans, on est gardé dans ces structures, mais est-ce qu'il y a une vocation éducative ? J'en suis pas absolument certaine. Bien, écoutez, il y a des crèches confessionnelles. Donc, mais ça, le problème. Alors, de ce point de vue-là, et là je rejoins, pardon, je termine simplement, ce que la première remarque que vous avez faite, vous me disiez hier soir, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des crèches, comme il y a des crèches confessionnelles, des crèches de tendance laïque, c'est d'ailleurs l'argumentation qui est reprise par la Cour d'appel de Paris, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des entreprises de tendance laïque ? Oui, je ne suis pas opposée à cette idée, simplement ce que je considère, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas limiter la liberté religieuse au nom du principe de laïcité. Alors, est-ce qu'on pourrait appeler ça des entreprises à tendance laïque ? Je ne sais pas, puisque tendance laïque, dans la laïcité, il y a la liberté religieuse. Donc, il faudrait sans doute trouver autre chose pour éviter d'entretenir la confusion. Bien, je suis désolé, nous devons arrêter ici. On ne peut pas recommencer le débat en permanence. Le temps a beaucoup passé. Donc, je vais essayer de conclure pas trop longuement en faisant simplement un récapitulatif, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites hier et qui sont peut-être déjà un peu estompées. Pardon. Notre sujet, c'était le fait religieux dans la construction de l'État, et comme Madame Philippe et moi-même en faisions le constat
tout à l'heure au moment de la pause, en somme, on a un peu l'impression que seuls les trois premiers exposés traitaient de ce thème, parce qu'après, on passe à une autre problématique, c'est-à-dire les relations entre l'État déjà construit, et peut-être en voie de déconstruction, ça c'est encore autre chose, et le fait religieux. Donc, dans un premier temps, eh bien, nous sommes remontés très loin, on l'a vu, aux origines même de l'État ou du proto-État, avec la très belle mythographie que nous a présentée Gilduin Davy à travers l'œuvre de Dudon de Saint-Quentin, donc 3 étapes historiques à travers 3 vies qui nous permettent de passer donc du viking pillard Rollon avant sa conversion à la res publica Christiana qui est incarnée par son petit-fils. Et entre les deux, la figure de Guillaume Longuepée, martyr, mais dont, dans un premier temps, la volonté de retraite monastique a été contrariée et récusée par l'autorité religieuse elle-même, comme une atteinte à la tripartition fondamentale qui constitue, au sens constitutionnel du terme, l'ordre social en société politique à l'époque. Et grâce à cette médiation fondamentale de l'autorité religieuse légitime, donc dans la séquence suivante, le duc n'est plus un élément de cette tripartition, mais il est au-dessus et il en devient le garant. Assimilation donc de la fonction ducale à la fonction royale, c'est-à-dire à la fonction étatique. C'était, je pense, un exposé tout à fait fondamental pour la problématique qui était la nôtre. Ensuite, eh bien, Xavier Gaudin nous a fait réfléchir sur la dimension politique de la domanialité, sur la base de la dimension politique de la propriété ecclésiastique, avec des rappels fort utiles, le contrat de Poissy de 1561 et le rôle de Louis XIV, donc, qui a intégré les biens publics dans le domaine royal et qui ensuite, comme il le dit très bien, a en somme joué cette tactique de céder les attributs de la suzeraineté pour mieux posséder ceux de la souveraineté. Il concluait donc en confrontant la notion d'inaliénabilité et de main morte, il y a un jeu politique entre l'État et l'Église qui illustre donc cette dimension spécifiquement et profondément politique, constructive de l'État, effectivement, de la domanialité publique. Madame Gaudemet nous a parlé ensuite de la sécularisation, et en relevant qu'il y avait 2 concepts, celui du droit canon et celui des sociologues. Il faut savoir donc elle me disait qu'elle ne l'avait pas rappelé dans son exposé, mais ça pouvait éclairer un peu la question parce que c'était essentiellement une question sémantique, si vous voulez. Comme on a tendance à utiliser le terme aussi bien en français qu'en anglais, mais qui n'a pas le même sens et les mêmes origines dans les 2 langues, ça induit à des confusions. C'est-à-dire que le terme de sécularisation et de sécularisme est lancé par John Stuart Mill, à ma connaissance, et qu'il sera ensuite repris dans le sens anglo-saxon par toute l'historiographie libérale, tandis que dans le sens français, ce terme de sécularisation est un voile jeté sur une notion beaucoup moins propre, qui est celle de la spoliation. On peut évidemment juger que d'un point de vue politique, il était nécessaire de nationaliser les biens de l'Église, mais du point de vue juridique, ça n'en était pas moins une spoliation. C'est comme en droit international, on s'est scandalisé à bon droit de ce que Saddam Hussein avait annexé le Koweït, mais il faut se souvenir que le sort des États pontificaux en 1860, c'était exactement le même processus. Et ça, on ne semble pas s'en préoccuper beaucoup à l'heure actuelle, même si, encore une fois, politiquement, ça pouvait correspondre à des nécessités objectives.
Alors, Madame Gaudemet nous a très bien montré combien, jusqu'à la Révolution, en somme, les ordres sont distingués, mais comme on se trouve dans une société qui reste une société chrétienne, globalement, ces ordres sont distingués, mais ils ne sont pas séparés. On distingue, dit-elle, mais sans distance. Et elle prenait des exemples. On pourrait parler du blasphème, donc, dont Nicolas vient de parler. Hein, le juge judiciaire réprime, le juge pénal, pardon, réprime le blasphème dans la mesure où celui-ci peut être la cause d'un scandale public, mais il ne le réprime pas de façon objective, comme prétend le faire l'OCI. Et Madame Gaudemet concluait que même en ce qui concerne la question des libertés gallicanes, eh bien, les pôles ne sont pas le religieux d'un côté et l'étatique de l'autre, mais c'est le roi de France et les évêques français d'un côté, et c'est Rome et la prétention à l'universalisme de la juridiction pontificale de l'autre côté. Donc il n'y a pas là de début de laïcisation. Et en cela, donc, l'État d'Ancien Régime continue la logique qui était la sienne. Vient ensuite la communication que malheureusement nous n'aurons pas eue et dont elle nous a résumé quelques données, celle de M. Ducrot, qui s'est attaché notamment à préciser le rapport entre le statut de fonctionnaire et celui de ministre du culte. Question fondamentale qui a reçu une réponse en France, une réponse négative. Il n'y a pas d'assimilation, tout en admettant à plusieurs reprises que dans certains cas et au regard de l'application de certaines lois, le ministre du culte devait quand même être considéré comme un fonctionnaire. Je voulais faire ici un rapprochement qui m'est venu, un rapprochement dont il n'a pas été question, mais au fond, c'est exactement la même question qui se pose pour nous, n'est-ce pas, les professeurs d'université. Je vais prendre un exemple qui est celui tiré du droit électoral. Il se trouve qu'en Belgique, jusque dans les années après 1920, il n'y avait pas d'université d'État. Donc il y avait deux universités qui étaient des universités, l'une catholique et l'autre qui ne l'était pas, mais qui étaient indépendantes. Néanmoins, elles étaient les seules à faire le service public de l'enseignement universitaire et bien entendu, du point de vue des rémunérations et du point de vue de toute une série de garanties, l'État jouait le rôle de tutelle sans pour autant prétendre s'immiscer dans la gestion de ces corps professoraux qui apparaissaient donc comme une cléricature à part entière. Ce statut de non-fonctionnaire permettait évidemment aux professeurs d'université d'être candidats aux élections et d'être élus et d'occuper des postes électifs tout en conservant leur activité. Et puis après, on a créé des universités d'État dont les professeurs étaient naturellement des fonctionnaires. Et les fonctionnaires ne sont pas éligibles au Parlement. Donc on a introduit une dérogation au principe de l'inéligibilité pour faire en sorte que les professeurs des universités publiques soient au même titre que les professeurs des universités classiques, c'est-à-dire non étatiques, éligibles au Parlement. Et nous avons quelque chose de tout à fait comparable dans le droit français, puisque, comme vous le savez, les professeurs d'université sont éligibles en général par dérogation et pour un motif bien clair et bien objectif, c'est que leur nomination et leur carrière ne dépendent pas de l'État, mais dépend de leur père, dépend des collèges qui sont désignés à cette fin. Mais c'est exactement aussi ce que l'on reconnaît aux ministres du culte en Alsace-Lorraine. Eux aussi sont éligibles au Parlement. Bien sûr, les ministres du culte dans le reste du territoire sont éligibles, eux, parce qu'ils ne sont pas fonctionnaires, ça va de soi. Mais pour les ministres du culte d'Alsace-Lorraine, il a fallu préciser qu'ils étaient éligibles parce que, néanmoins, ils sont quand même considérés, du fait qu'ils sont nommés par le président de la République pour les évêques, ils sont nommés par le
pouvoir politique et que leur rémunération, ainsi qu'un certain nombre de particularités de leur statut, dépend de la loi étatique. Alors, je passe maintenant au deuxième volant, qui était celui des perspectives comparatistes. Madame Bargue nous a fait un passionnant exposé sur la réforme d'Henri VIII, et elle nous a très bien montré comment les Tudors, en instrumentalisant le Parlement pour servir leur objectif absolutiste, ont néanmoins mis le doigt dans l'engrenage, parce que c'est cela qui a permis ensuite au Parlement de s'affirmer comme une autorité autonome par la couronne, et qui a signalé d'abord le début de l'ère révolutionnaire en Angleterre, et puis finalement de la parlementarisation définitive du système. Et là, c'est cette très belle formule. Donc, il s'agit cette fois d'une utilisation, disons, d'une effectuation du religieux en vue de la construction non pas de l'État en soi, mais du système politique. En tout cas, la construction du système politique plus que de celle de l'État. Notre collègue espagnol nous a ensuite dressé un tableau apparemment idyllique de la situation de relations entre les religions et l'État dans l'Espagne contemporaine, c'est-à-dire celle depuis la Constitution de 1978, avec cette loi qui est intervenue très tôt, donc loi organique de 1980 sur la liberté religieuse, qui nous apparaît extrêmement sophistiquée, avec ces 5 niveaux différents de liberté religieuse selon les personnes dont il s'agit et selon les effectifs et selon aussi les critères juridiques, avec cette notion, l'invention d'un critère juridique d'enracinement notoire, donc de la part des communautés religieuses. Il me paraît évidemment assez évident que la communauté orthodoxe n'a pas en Espagne l'enracinement qu'elle aurait dans les pays de l'Est de l'Europe, mais même en France. Et donc, c'est une question essentiellement d'effectifs. Il nous a signalé, et là, il commençait de mettre le doigt dans ce qui fait la principale difficulté de notre sujet, c'est la question des spécificités de l'islam dans toute cette problématique. Et c'est de cela donc que nous ont parlé Thierry Rambaud et puis Madame Philippe. Et ça nous a certainement beaucoup appris, mais ça nous a aussi rendu passablement perplexes, puisque le moins qu'on puisse dire est que, bien que soutenant avec une belle énergie le principe de cette formation officielle, donc formation civique, a-t-on bien insisté, des imams en France, on n'a pas non plus tout à fait l'idée que cette tactique est très productive. Disons qu'il y a vraiment là un problème qui se pose. Bon, les expériences sont évidemment, enfin, on veut bien faire, comme on dit bien sûr, mais ça n'emporte pas vraiment la conviction. J'ai beaucoup admiré, évidemment, à la fin, l'usage merveilleux que notre ami Thierry peut faire d'une certaine langue de bois. L'enjeu est celui de la gestion du pluralisme. Il faut parler d'interculturalité, etc. Il ne faut pas baisser les bras. Nous allons dans la bonne direction, comme dit la vieille comtesse dans Downton Abbey. Surtout, il ne faut pas être défaitiste. Ça fait terriblement middle class.
Alors j'en viens à ce dont nous avons beaucoup plus brièvement, puisqu'on a ça en mémoire, puisque nous venons d'en parler ce matin, aux interventions de ce matin. La question donc du contentieux des rapports internes au sein même des institutions religieuses ou des églises, notamment en ce qui concerne le statut social. Il est certain que c'est dans ce domaine que l'on observe de la façon la plus claire ce glissement qui est en train de se produire donc entre une conception depuis une conception classique encore affirmée donc par les arrêts qui ont été cités de la toute fin du siècle dernier, espèce de jurisprudence française, donc en ce qui concerne le strict respect du principe d'autonomie, vers une autre tendance des juridictions qui se fonde sur le fait juridique incontestable que le droit social, par exemple en matière de retraite, étant un droit qui s'impose en vertu d'un principe d'ordre public, doit prévaloir sur les règles d'ordre interne, mais évidemment avec les conséquences qui peuvent en résulter, puisqu'il y a aussi bien au niveau des jurisprudences nationales en Europe qu'au niveau européen, des jurisprudences européennes, cette croyance que, Dieu merci, les États-Unis, pour leur part, ne partagent pas, qu'un pouvoir, parce qu'il est démocratique, ne peut pas être tyrannique. Or, un pouvoir démocratique peut être tyrannique tout comme un autre, bien entendu, notamment à l'égard des religions. Ce qu'il faut, ce sont des principes libéraux qui permettent de se garder de la tyrannie. Et de ce point de vue-là, la Cour suprême des États-Unis offre plus de garanties, me semble-t-il, que la Cour européenne des droits de l'homme, avec les cavillations donc, qui ont été rappelées, notamment en ce qui concerne cette question dans laquelle l'Italie était partie, mais notre ami Nicolas a bien rappelé le rôle de pression fait par le Saint-Siège. Il ne faut pas non plus oublier tous ceux, le rôle joué en sous-main par les États où ce problème n'allait pas manquer de se poser, c'est-à-dire essentiellement des nouvelles recrues, les États, les anciens États satellites, n'est-ce pas, ou pas plus en Pologne qu'en Slovénie, etc., où on était prêt à accepter la solution qui résultait de la décision telle qu'elle avait été rendue en première instance. La conférence de Hugo Flavier m'a inspiré finalement ce constat, si vous voulez, qui pourrait servir de conclusion. Il a rappelé la date de 1950, c'était le début donc, de la construction européenne qui évidemment a fait de très grandes avancées depuis lors. Mais en 1957, au fond, la société européenne est déjà, celle qui est concernée en tout cas par la construction européenne à ce moment-là, est déjà une société métachrétienne. Et dans ce contexte, il ne va pas y avoir de difficultés particulières à traiter le phénomène religieux au niveau de la construction, non plus de l'État, il y a belle lurette qui les construit, mais de la construction européenne elle-même. Mais est-ce que une société métachrétienne signifie une société méta-religieuse? C'est encore un autre problème. Peut-être qu'à cette époque-là, oui, mais plus maintenant, puisque entre-temps, il y a le phénomène de l'islam, qui était très marginal à ce moment-là. Il était marginal de plusieurs façons différentes, puisqu'évidemment, il y avait beaucoup de citoyens musulmans en France, mais ils n'étaient pas sur le territoire métropolitain. Ils étaient dans les départements algériens. Et là, on avait trouvé des modes de gestion qui, évidemment, ne peuvent plus du tout nous dire quoi que ce soit, et certainement pas nous inspirer des solutions aujourd'hui.
quand on pense au fait qu'en 1870, le décret Crémieux avait naturalisé les Français d'Algérie de confession israélite en laissant de côté la grande masse des Français d'Algérie de confession musulmane. Cela aussi, ça n'a pas aidé par la suite au niveau des compréhensions et des incompréhensions réciproques. Donc, le fait religieux qui est constitutif, nous disait M. Flavier, d'une identité politique en même temps que d'une identité pluraliste dans ce qu'il appelle une démocratie séculière, ce fait religieux ne suffit pas, comme il l'a conclu, à construire une identité. La réalité, c'est que l'autonomie religieuse, l'autonomie du religieux, tel qu'il existait dans le passé, et comme en témoigne donc l'évolution des jurisprudences, cette autonomie est de plus en plus grignotée. Et cela est accepté de façon globale dans une société métachrétienne parce qu'elle est métachrétienne et que le religieux, pour beaucoup de gens, se ramène à des références traditionnelles, culturelles, mais plus à une véritable foi et certainement pas la pensée que l'on pourrait affirmer et proclamer sa foi usque ad effusionem sanguinis, comme pourtant on devrait le faire selon les commandements de l'Église. Alors, cette acceptation du caractère métachrétien de la société actuelle n'en pose que de façon plus criante encore la question de l'islam. Parce que, contrairement à ce que semblait avancer Nicolas Hoppé, il ne s'agit pas de savoir si l'Europe chrétienne, post-chrétienne, aurait une longueur d'avance sur l'islam. Il n'y a pas de longueur d'avance. Dans 600 ans, les musulmans ne seront pas comme nous sommes, nous, métachrétiens, aujourd'hui. Les logiques sont totalement différentes. Et d'ailleurs, Nicolas était le premier à nous le rappeler à la fin. Il y a l'abîme qui existe entre une conception dualiste et une conception moniste. Et quoi qu'on fasse et quoi qu'on puisse faire, la conception musulmane est et restera une conception moniste. L'islam ne va pas rattraper l'Europe, même dans 6 siècles. Ainsi, les deux logiques sont et resteront différentes, voire même opposées, et c'est la gestion de ce nouveau phénomène qu'il faudra bien un jour attaquer de plein pied sans se perdre dans les byzantinismes qui sont ceux des juridictions, en particulier des juridictions européennes à l'heure actuelle dans le cadre d'une construction d'une entité étatique multinationale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Cécile, on peut peut-être dire un mot, remercier le professeur Lovo pour son présence et la qualité de son écoute. C'est un exercice très difficile qu'on lui a confié, le plus difficile qui soit. Désormais, notre colloque est achevé, je crois pouvoir le dire. Donc, je vous remercie, enfin, nous vous remercions, Cécile, Géraldine, qui est en train de bûcher, sont les chefs d'État, anciens chefs d'État, et moi-même, évidemment. Encore merci pour votre présence, qui nous a été très chère et très précieuse.